Saint-Pétersbourg, Russie, 1850. L'hiver était particulièrement rigoureux cette année-là, recouvrant la ville d'une épaisse couche de neige et de glace. Les rues pavées brillaient à la lumière des lanternes à gaz, tandis que le vent perçant semblait murmurer des secrets anciens. Nikolai Ivanov, un homme sceptique et pragmatique, descendait d'une calèche avec une expression impassible, son esprit fixé uniquement sur l'urgence des affaires. Il avait reçu une lettre l'informant du décès de sa grand-mère et de l'héritage de l'ancienne maison familiale, située dans un quartier moins fréquenté de la ville. En entrant dans la maison, Nikolai ressentit immédiatement le poids de l'histoire que ses murs portaient. La maison, avec son architecture ancienne et décorée de tapisseries et de meubles poussiéreux, semblait s'étendre à l'infini dans un labyrinthe de pièces sombres et de couloirs étroits. Il se souvenait vaguement des histoires que sa grand-mère racontait sur un esprit protecteur appelé domovois, mais il les considérait toujours comme de simples légendes pour effrayer les enfants. Nikolai commença à examiner la propriété, son regard critique évaluant la valeur potentielle de chaque objet ancien. La maison, bien que vieillie par le temps, conservait une certaine élégance. D'un signe de dédain, il ignora les rituels et les traditions que sa grand-mère avait mentionnés comme nécessaires pour maintenir la paix avec le domovois. Superstition ancienne, murmura-t-il pour lui-même. Dans les premiers jours, Nikolai ne remarqua rien d'inhabituel, mais au fil du temps, il commença à percevoir des événements étranges. Des objets se déplaçaient seuls, une chaise semblait glisser d'un endroit à l'autre, et une petite boîte à musique se mettait à jouer seule la nuit. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs, et des ombres dansaient sur les murs, même sans source de lumière visible. Nikolai attribua ces phénomènes à l'usure de la maison et à son propre esprit fatigué. Cependant, la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Il tenta d'ignorer les événements, mais à mesure que le malaise grandissait, son scepticisme commençait à vaciller. Une nuit, alors que Nikolai lisait dans sa bibliothèque, le bruit de pas furtifs attira son attention. Il se leva et se dirigea vers le couloir, où il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, une petite créature aux yeux brillants et au sourire malicieux. Le domovois, avec son apparence particulière et inquiétante, se tenait devant lui. L'esprit semblait à la fois curieux et irrité. « Qui êtes-vous » demanda Nikolai, sentant un frisson dans le dos. « Je suis le domovois » dit l'esprit d'une voix qui ressemblait à un chuchotement mélangé à un cri lointain. « Cette maison est maudite en raison de ton manque de respect. » Le domovois révéla à Nikolai qu'en ignorant les rituels, il avait rompu l'équilibre de la maison, et maintenant elle était sous une malédiction affectant non seulement la propriété, mais aussi ceux qui y résidaient. L'esprit expliqua que, pour briser la malédiction, Nikolai devait réaliser un ancien rituel et demander pardon. Désespéré, Nikolai chercha davantage d'informations sur le rituel. Il trouva un vieux manuscrit dans un tiroir oublié, écrit dans une langue ancienne et difficile à comprendre. Les détails étaient vagues, mais mentionnaient des offrandes et des mots de repentance. Nikolai se prépara au rituel avec réticence, mais l'intensité croissante des événements étranges l'obligea à agir. Il suivit les instructions du manuscrit, en rassemblant des objets spécifiques tels que du pain, du lait et une bougie rouge. Par une nuit de pleine lune, il traça des symboles anciens sur le sol du salon principal et fit une prière, demandant pardon au domovois. Pendant le rituel, les ombres semblaient prendre vie, et les chuchotements s'intensifiaient. Nikolai sentit une présence écrasante autour de lui, comme si les murs de la maison respiraient. Au climax du rituel, il regarda le domovois, espérant une réaction. Après avoir terminé le rituel, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Les chuchotements diminuèrent, et les objets cessèrent de se mouvoir. Nikolai, soulagé, ressentit une paix temporaire. Cependant, il savait que le processus était seulement au début. Alors qu'il tentait de reprendre une vie normale, il commença à entendre des rumeurs dans la ville sur des événements étranges dans d'autres maisons anciennes. Il se retrouva impliqué dans des discussions avec des personnes ayant également vécu des expériences surnaturelles. C'est alors qu'il comprit que la malédiction du domovois n'était pas unique, mais faisait partie d'un réseau plus vaste d'événements inexplicables. Accompagné de sa nouvelle amie, Elena, une jeune spiritualiste qui croyait aux histoires de sa grand-mère, il commença à enquêter sur d'autres maisons maudites. Elena le présenta à un groupe de personnes ayant également affronté des entités surnaturelles.
Parmi eux se trouvait Alexei, un ancien professeur d'histoire locale avec une vaste connaissance des légendes russes. Maria, une voyante ayant passé des années à étudier l'occulte. Ensemble, ils formèrent une équipe dédiée à comprendre et affronter les phénomènes surnaturels à Saint-Pétersbourg. En enquêtant, ils découvrirent que la malédiction du domovoy était liée à un ancien culte qui avait été exterminé des décennies plus tôt. Le culte avait utilisé le pouvoir des esprits pour contrôler et terroriser les gens, et le domovoy était l'une des entités qui avait échappé à leur contrôle. Avec l'aide d'Alexei et d'Ivan, le groupe parvint à traduire davantage de parties du manuscrit et à découvrir plus sur les rituels nécessaires pour apaiser l'esprit. Un nouveau rituel était nécessaire, impliquant la purification de la maison et l'expulsion des entités malveillantes. L'équipe prépara le rituel final avec grand soin. Ils utilisèrent toutes les ressources et connaissances disponibles pour s'assurer que tout soit réalisé correctement. Le rituel eut lieu par une nuit de tempête, lorsque le vent et la pluie semblaient amplifier l'intensité de l'événement. Pendant le rituel, le domovoy apparut à nouveau, mais cette fois-ci il semblait plus calme. Nikolai et ses alliés affrontèrent la présence de l'esprit, réalisant les offrandes et récitant les mots de purification. La bataille spirituelle fut intense, l'esprit résistant et les ombres luttant contre la lumière. Finalement, l'esprit du domovoy fut apaisé et la malédiction fut brisée. La maison retrouva sa paix, et Nikolai ressentit un profond soulagement. L'influence négative disparut, et les événements étranges cessèrent. Nikolai se rendit compte que l'expérience avait changé sa perspective. Il devint plus ouvert aux histoires et traditions qu'il avait autrefois méprisées. Avec le soutien de ses nouveaux amis et alliés, il décida d'utiliser ses connaissances et son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à des phénomènes surnaturels. La maison de Nikolai devint un lieu de refuge et d'étude pour ceux qui cherchaient à comprendre le monde spirituel. Nikolai, désormais respecté comme un connaisseur de l'occulte, passa à enseigner l'importance de respecter les traditions et de comprendre les forces au-delà de la compréhension humaine.
Le village de Montreuil-sur-Mer, niché entre des collines ondulantes et des champs de lavande dans la France de 1990, semblait être un lieu où le temps s'était arrêté. La tranquillité du village était souvent interrompue seulement par les doux sons de la nature et les conversations amicales des habitants. Cependant, cette calme était une façade pour le mystère qui hantait la jeune veuve, Anna Dupont. Après la mort de son mari, Pierre, dans des circonstances qui avaient toujours semblé suspectes, Anna ressentait un besoin désespéré de comprendre ce qui s'était réellement passé. L'idée que le lac local, le lac des ombres, pourrait être impliqué la fascinait et l'effrayait en même temps. Les légendes locales disaient que le lac était habité par des esprits vengeurs, et Anna commença à croire que ces histoires pouvaient avoir un fond de vérité. Déterminée à découvrir la vérité, Anna décida de commencer son enquête. Le premier pas fut de rassembler des informations sur le lac et sa connexion avec les événements qui l'entouraient. Elle se prépara méticuleusement, comme si elle allait affronter un ennemi invisible. Dans son modeste appartement, situé dans une ancienne maison en pierre avec des murs épais et de petites fenêtres, Anna rassembla une série d'objets nécessaires à l'enquête, une lampe de poche, des bougies, un carnet de notes et quelques livres anciens sur l'occultisme et les pratiques spirituelles. La bibliothèque locale, située au cœur de Montreuil-sur-Mer, était un bâtiment imposant en briques rouges, avec une façade qui semblait immortaliser l'histoire du village. L'intérieur de la bibliothèque était décoré de panneaux de bois sombre et d'étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond, chargés de livres anciens. L'air était imprégné de l'odeur du papier vieilli et de l'encre. Anna marcha dans le couloir étroit, ressentant le poids des livres et du savoir contenu dans ces lieux. Elle se dirigea vers la section d'histoire locale et de mythologie, cherchant toute mention du lac et de ses légendes. Elle trouva plusieurs volumes anciens, dont les couvertures étaient couvertes de poussière et les pages jaunies par le temps. Parmi les livres, elle découvrit un ancien journal d'un prêtre local du XIXe siècle, qui décrivait des rituels et des croyances associées au lac. Le journal mentionnait que le lac pouvait servir de portail vers le monde des morts, où des esprits tourmentés cherchaient justice ou vengeance. Le texte était écrit en une calligraphie gothique difficile à lire, mais Anna s'efforça de déchiffrer chaque mot. Alors qu'elle était absorbée dans sa lecture, le bibliothécaire, Monsieur Lefebvre, un homme âgé avec des lunettes à monture fine, s'approcha et proposa son aide. Il raconta à Anna que le journal avait une histoire controversée. Beaucoup considéraient le lac comme un lieu maudit, mais certains croyaient que les événements décrits n'étaient que des fantasmes créés pour éloigner les habitants. Malgré l'attitude sceptique de Monsieur Lefebvre, Anna sentit que les informations qu'elle avait trouvées étaient cruciales pour son enquête. Après des heures de recherche, Anna décida que la prochaine étape serait une visite au lac lui-même. Alors qu'elle se préparait à quitter la bibliothèque, l'après-midi commençait à se transformer en nuit, et une brise froide commença à souffler. Alors qu'Anna était sur le point de quitter le bâtiment, une scène troublante se produisit. Un petit enfant, avec des cheveux épars et des yeux grands et effrayés, apparut devant elle. L'enfant, une fille d'environ 6 ans, était vêtue de vêtements simples et déchirés, comme sortis d'un conte de fées anciens. Ses yeux étaient sombres et pénétrants, et son regard semblait refléter une peur profonde. Elle s'approcha d'Anna et, d'une voix douce et tremblante. « Ne va pas au lac. Ils ne veulent pas que tu saches la vérité. Les esprits vont te prendre. » Anna, bien que effrayée, essaya de garder son calme. Elle demanda à l'enfant si elle savait quelque chose de plus sur ce qu'elle disait, mais l'enfant se contenta de secouer la tête et commença à s'éloigner.
Anna la suivit du regard tandis que la petite fille disparaissait dans les ombres de la nuit, sentant un frisson parcourir son échine. L'avertissement de l'enfant la perturba, mais elle se sentait aussi plus déterminée à découvrir ce qui se passait réellement. Le cœur battant et l'esprit plein de questions, Anna se dirigea vers le lac cette nuit-là, prête à affronter l'inconnu et à chercher des réponses à la mort de son mari. Le lac, avec ses eaux sombres et silencieuses, semblait l'attendre, et le mystère entourant le lieu était sur le point de se révéler. Anna Dupont s'engagea pleinement dans son enquête, déterminée à comprendre le rôle que le lac des ombres jouait dans la mort de son mari. À chaque étape de sa quête de vérité, le mystère semblait se creuser, et les personnages qu'elle rencontrait en cours de route avaient leurs propres histoires enveloppées de mystères et de secrets. La première étape pour Anna fut la demeure de Gérard Moreau, un fermier respecté du village mais dont le passé était entouré de rumeurs. La maison, située en périphérie de Montreuil-sur-Mer, baignait dans une atmosphère de décadence. C'était un vieux bâtiment en pierre recouvert de mousse, avec des fenêtres en verre taché et des portes en bois qui grinçaient avec le vent. La maison était entourée d'un jardin abandonné, où des buissons poussaient en désordre et des arbres morts se balançaient sous le vent constant, produisant un son de murmure troublant. Lorsqu'Anna arriva, la pluie commençait à tomber, ajoutant une touche sombre à la scène. Le bruit de l'eau frappant les fenêtres et le vent sifflant à travers les fissures de la maison rendait l'ambiance encore plus menaçante. Anna frappa à la porte, et après quelques instants d'attente, Gérard apparut. C'était un homme d'âge moyen, avec des cheveux gris et un regard qui semblait porter le poids de nombreux secrets. Son visage exprimait la fatigue, comme si la vie avait laissé une marque profonde en lui. « Mademoiselle Dupont, que vous amène-t-il ici par une nuit pareille ?» demanda Gérard, sa voix rauque se mêlant au bruit de la pluie qui tombait. Anna expliqua son enquête et les informations qu'elle avait trouvées sur le lac. Gérard, bien que réticent, lui offrit quelques renseignements. Il dit qu'il connaissait Pierre depuis de nombreuses années et que, bien qu'il eût du respect pour lui, il savait qu'il y avait eu des conflits entre Pierre et certains individus influents du village. Gérard mentionna également que le lac avait une histoire plus ancienne que beaucoup ne l'imaginaient et que certains habitants croyaient qu'il était un lieu de grand pouvoir surnaturel. Cependant, il n'était pas disposé à entrer dans les détails, préférant laisser le passé enfoui. La prochaine étape pour Anna fut la maison de Claire Lefebvre, une jeune professeure d'histoire connue pour son intérêt pour les légendes et les mythes locaux. La maison de Claire se trouvait au centre du village et possédait une façade victorienne charmante, avec des balcons en fer forgé et des fenêtres en verre coloré. Cependant, cette nuit-là, la maison paraissait encore plus sombre, avec le vent hurlant autour des fenêtres et la pluie battant fortement contre les volets. Claire accueillit Anna avec un sourire chaleureux, mais son expression devint rapidement sérieuse lorsque le sujet du lac fut abordé. Claire conduisit Anna dans le salon, qui était décoré de meubles anciens et d'étagères remplies de livres et de cartes. Le bruit de la pluie et les bruits du vent se mêlaient au murmure des conversations, créant une atmosphère d'inquiétude. Claire révéla qu'elle avait étudié le lac de manière approfondie et que le lieu était imprégné de légendes concernant des esprits et des pratiques anciennes. Elle montra à Anna une série de documents historiques et de livres anciens qui mentionnaient le lac comme un lieu de rituels anciens et de sacrifices. Selon Claire, beaucoup croyaient que le lac avait le pouvoir de révéler des vérités cachées, mais il était aussi dangereux pour ceux qui s'aventuraient à déterrer les secrets qu'il cachait. Claire raconta également à Anna une série d'événements étranges qui s'étaient produits au fil des années.
Disparition inexplicable, mort mystérieuse et phénomènes surnaturels qui semblaient liés au lac. L'ambiance de la maison de Claire, avec ses meubles lourds et ses murs couverts de tapisseries anciennes, semblait refléter le poids des histoires qu'elle racontait. Alors qu'Anna était plongée dans la conversation avec Claire, la nuit avançait, et l'environnement autour de la maison semblait de plus en plus sinistre. La pluie s'intensifiait, et les vents forts faisaient trembler les fenêtres, créant une impression que quelque chose était sur le point de se produire. Lorsqu'Anna était sur le point de quitter la maison de Claire, une sensation d'inconfort l'envahit. Claire, remarquant l'air préoccupé d'Anna, tenta de la réconforter, mais il y avait une tension palpable dans l'air. « Soyez prudente, mademoiselle Dupont », avertit Claire, sa voix presque inaudible au-dessus du bruit de la tempête. « Certains secrets sont mieux laissés enterrer. Le lac pourrait révéler bien plus que ce que vous êtes prête à affronter. » Avec ces mots d'avertissement, Anna quitta la maison de Claire et se dirigea vers le lac. Le vent hurlant et le bruit de la pluie créaient un environnement de désolation et de mystère autour du lac. Les arbres autour balançaient de manière sinistre, et les eaux sombres du lac reflétaient la faible lumière de la lune d'une manière qui semblait cacher quelque chose d'obscur. Alors qu'Anna se préparait pour une nouvelle visite au lac, les détails des conversations avec Gérard et Claire commençaient à s'entrelacer dans son esprit, formant une toile complexe de mystère et de danger. Elle commençait à comprendre que la vérité sur le lac et les événements entourant la mort de Pierre étaient plus compliqués et sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Le bruit constant de la pluie et le vent qui semblait murmurer des secrets anciens autour du lac créaient une atmosphère oppressante. Anna savait qu'elle se rapprochait de la vérité, mais elle sentait également qu'elle pénétrait un territoire dangereux et inconnu. Le lac, avec son mystère inquiet, continuait à être une énigme qui mettait à l'épreuve son courage et sa détermination. L'enquête d'Anna Dupont sur le lac des Ombres l'a conduite sur un chemin sombre et complexe, révélant des secrets qui défiaient la compréhension. Après les indices obtenus auprès de Gérard Moreau et de Claire Lefebvre, Anna se trouva plongée dans un réseau d'intrigues impliquant l'élite locale et ses liens avec une organisation secrète. La prochaine étape de son voyage la mena à la demeure des Dubois. Le bâtiment, une imposante structure en pierre et en fer forgé, se dressait comme un monument d'opulence et de pouvoir. La nuit, la maison se transformait en un lieu de mystère et de malaise, avec le vent qui sifflait et la pluie qui tambourinait contre les fenêtres créant une symphonie inquiétante. Anna fut accueillie par Monsieur Dupuis, le majordome, dont le regard semblait cacher de nombreux secrets. La maison était plongée dans une pénombre lourde, avec la cheminée projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de tapisseries anciennes. Henri Dubois, le propriétaire, était un homme d'âge mûr avec une aura d'autorité presque palpable. « Mademoiselle Dupont, que vous amène-t-il ici par une nuit aussi tempétueuse ?» demanda Henri, sa voix calculée et froide résonnant dans le grand salon. Anna expliqua ses découvertes sur le lac et la connexion avec l'élite locale. Henri, bien qu'apparenté comme courtois, fit en sorte de détourner la conversation vers des sujets plus triviaux. Le ton de sa voix et la manière dont il évitait le regard direct suggéraient qu'il cachait quelque chose. Le lac est un endroit que beaucoup préfèrent laisser en paix, affirma Henri avec une froideur calculée. Certaines histoires sont meilleures lorsqu'elles restent non racontées. Déterminée à approfondir l'enquête, Anna commença à explorer plus en profondeur l'histoire de l'élite locale. Elle découvrit des documents anciens et des correspondances cachées dans la bibliothèque privée des Dubois qui révélaient une connexion troublante avec les Illuminati. L'élite du village, y compris Henri et d'autres membres influents,
s'était impliquée avec l'organisation secrète pour obtenir pouvoir et contrôle. Les Illuminati, connus pour leurs rituels occultes et leur quête de domination mondiale, étaient entrelacés avec l'élite locale dans des pratiques ésotériques concernant le lac. Les documents révélaient qu'ils réalisaient des rituels sombres pour ouvrir des portails vers l'au-delà et obtenir des faveurs d'entités surnaturelles. Ces rituels étaient réalisés lors de nuits spécifiques, comme les nuits de pleine lune, lorsque les énergies du lac étaient les plus intenses. Anna trouva des récits de sacrifices et de cérémonies visant à manipuler des forces au-delà de la compréhension humaine. La mort de Pierre et les événements tragiques associés au lac n'étaient pas simplement des tragédies isolées, mais faisaient partie d'une trame plus vaste, orchestrée par ceux qui cherchaient à contrôler le surnaturel. Avec ces révélations en tête, Anna retourna à la maison de Gérard Moreau. L'atmosphère autour était chargée d'une tension palpable. La pluie avait diminué, mais le ciel restait couvert de nuages sombres, et le vent continuait à siffler à travers les arbres, comme s'il était témoin d'un secret ancien sur le point d'être révélé. Gérard, en entendant parler de la connexion avec les Illuminati, semblait préoccupé. La maison était silencieuse, et l'atmosphère devenait plus oppressante à mesure que la conversation avançait. « Mademoiselle Dupont, vous naviguez en eau dangereuse, » dit Gérard, sa voix basse et grave. « L'élite a de nombreux secrets, et leurs pratiques ont des conséquences qui vont au-delà de la compréhension commune. Ils protégeront leurs secrets à tout prix. » Gérard confirma que les membres de l'élite, impliqués dans une secte secrète, utilisaient le lac pour des rituels destinés à maintenir leur influence et leur protection. Ces rituels, réalisés en conjonction avec des événements astrologiques, faisaient partie d'un effort pour contrôler des forces occultes et garantir leur maintien au pouvoir. En quittant la maison de Gérard, Anna ressentit une urgence croissante. Le lac, avec son aura de mystère et ses secrets enfouis, était désormais au centre d'une conspiration s'étendant jusqu'à l'élite locale et ses liens avec les Illuminati. L'environnement autour du lac semblait refléter la gravité de la situation. Le vent hurlant et la pluie recommençant à tomber créaient une impression de danger imminent. Anna savait qu'elle se rapprochait d'une vérité perturbante. Le lac, avec ses eaux sombres et inquiétantes, semblait désormais représenter l'épicentre d'une bataille entre forces obscures et quête de justice. Déterminée à affronter les responsables, elle se préparait à affronter l'inconnu et à découvrir ce qui se cachait réellement dans les profondeurs du lac, le lac des ombres. Se sentant de plus en plus menacée, Anna décida de réaliser un rituel final au bord du lac pour obtenir une preuve définitive de la culpabilité d'Henri. Elle avait désespérément besoin d'un moyen de l'affronter avec la vérité et de révéler ses crimes. La nuit fixée, l'environnement autour du lac était particulièrement sinistre. La pleine lune semblait briller avec une intensité surnaturelle, et le son des criquets était presque assourdissant. Anna était déterminée à compléter le rituel, malgré la peur croissante qu'elle ressentait. Alors qu'elle procédait au rituel, un phénomène inexplicable se produisit. Une figure spectrale émergea des eaux, se révélant comme l'esprit de Pierre. L'esprit de Pierre révéla qu'Henri était en effet impliqué dans une série d'activités criminelles et qu'il avait une connexion avec des forces surnaturelles au-delà de la compréhension d'Anna. L'environnement autour du lac devint chaotique. Les eaux commencèrent à se déchaîner violemment, et les ombres des arbres semblèrent prendre vie. Anna vit les âmes des anciens habitants du village surgir des profondeurs, réclamant justice et vengeance. Le rituel révéla la véritable nature du lac comme un lieu de jugement et de purification, et Anna comprit que sa lutte venait à peine de commencer.
Au climax de l'histoire, Anna confronta à nouveau Henri, cette fois avec la preuve irréfutable qu'elle avait obtenue pendant le rituel. Henri, terrifié par les événements qui s'étaient déroulés et par les preuves contre lui, tenta de fuir. Cependant, le lac semblait exercer un pouvoir sur lui, le ramenant vers son destin. Dans une lutte désespérée et tendue, Anna et Henri se confrontèrent au bord du lac. Henri tenta d'attaquer Anna, mais fut interrompu par l'intervention des esprits qui émergeaient des eaux. Les esprits, dirigés par Pierre, prirent Henri et l'entraînèrent au fond du lac, le punissant pour ses crimes et veillant à ce qu'il paie pour ses actes. Anna, maintenant épuisée et avec un sentiment d'accomplissement mêlé de tristesse, regarda les esprits retourner aux profondeurs du lac. Avec Henri et ses crimes enfin exposés et punis, Anna devint la gardienne du lac, promettant de protéger les innocents et d'assurer que la justice prévale. Elle savait que le lac continuerait à être un lieu de pouvoir et de mystère, mais il était désormais de sa responsabilité de maintenir la paix entre les mondes des vivants et des morts. L'histoire se termina avec l'image d'Anna debout au bord du lac, la pleine lune réfléchie dans les eaux, et un sentiment de calme revenant au village. Montreuil-sur-Mer avait affronté ses fantômes et avait finalement trouvé un nouvel équilibre. Dans un petit village de la campagne de la ville française, 3 adolescents fréquentent l'école primaire d'Oradour-sur-Glane, une école située à la périphérie de la ville. Anna, une fille d'origine modeste, a rencontré des problèmes à la maison, en particulier avec son père alcoolique. Malgré les difficultés, Anna était extrêmement intelligente et passait la plupart de son temps libre à la bibliothèque de l'école, à étudier et à lire des histoires d'horreur, son genre préféré. Anna avait 2 grands amis, Mécon, toujours loyal et amusant, et Enzo, pour qui elle avait des sentiments secrets. Enzo aimait aussi Anna, mais aucun d'eux n'avait le courage d'avouer ses sentiments. Ils se sont beaucoup disputés, mais c'étaient des combats sains, pleins de taquineries et de rires. Mécon, à son tour, savait qu'il était amoureux, mais ne disait rien, préférant observer la dynamique entre eux avec un sourire sur le visage. Tout a commencé quand Anna a trouvé un vieux livre mystérieux dans la bibliothèque de l'école. Elle aidait l'employé de la bibliothèque à organiser de vieux livres qui seraient jetés. Dans l'une des boîtes, Anna trouva un livre poussiéreux et usé. Curieuse, elle l'a ouvert et a découvert qu'il s'agissait d'un journal intime, le journal d'une femme de la salle de bain. Dans le journal, il y avait des écrits énigmatiques qui ont beaucoup intrigué Anna, au point de prendre le journal et de le mettre dans son sac à dos. Les pages étaient pleines de récits effrayants et d'énigmes qui l'intriguaient. Anna était tellement fascinée qu'elle a décidé d'enquêter seule avant de raconter à ses amis ce qu'elle avait trouvé. Les pages étaient pleines de récits effrayants et d'énigmes qui l'intriguaient. Anna était tellement fascinée qu'elle a décidé d'enquêter seule avant de raconter à ses amis ce qu'elle avait trouvé. Le soir même, elle est retournée à l'école seule et dans la clandestinité. Le cœur battant, il entra dans la salle de bain décrite dans le journal. Quand il entra, il ressentit des frissons et sa peau se hérissait. L'atmosphère était froide et silencieuse, jusqu'à ce qu'il entende des bruits étranges résonner dans les couloirs. Effrayée, Anna s'enfuit en courant, laissant tomber le livre au sol. Elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé tomber le livre alors qu'elle était déjà sortie de l'école, les yeux pleins de larmes, terrifiée, a décidé d'y retourner. Le silence était une torture, sa respiration était laborieuse et il semblait y faire plus froid qu'ailleurs. Elle entre à nouveau par la fenêtre qu'elle avait laissée ouverte pendant le cours de l'après-midi, car cela faisait partie de son plan. Dans le couloir, elle voit le livre qui était devant la salle de bain, pas de bruit, elle s'approche. Quand soudain une silhouette passe dans le couloir devant elle, elle se fige une fraction de seconde, c'était comme si elle allait mourir de peur puis elle attrape le livre et court vers la fenêtre où elle est entrée. De retour en sécurité dans sa maison, Anna a essayé d'oublier ce qui s'était passé, mais toute la semaine, elle a fait des cauchemars à propos d'un lapin qu'elle suivait. Chaque fois qu'il suivait le lapin dans ses rêves à travers la ville, il finissait par entrer dans l'école et entrer dans les toilettes, les mêmes où il était décrit dans le journal. Quand Anna est arrivée à la salle de bain et a essayé d'attraper le lapin, elle s'est réveillée effrayée et en sueur. Incapable de comprendre cela, il a décidé de tout raconter à ses amis à la cafétéria de l'école. « Regarde CA », dit Anna en montrant le livre. Anna a expliqué tout ce qui lui était arrivé. Enzo, toujours prudent, exprima son inquiétude. « Cela semble dangereux, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Aller à l'école le soir tout seul, c'est fou, qu'est-ce que tu as en tête ?» Mécon,
avec son esprit aventureux, était excité. Et a dit, « Allons plus loin. » Ce soir-là, les trois amis ont décidé de se rencontrer à l'école. L'atmosphère à l'intérieur de l'école primaire d'Oradour-sur-Glane était effrayante la nuit. Les couloirs, qui pendant la journée étaient pleins de vie, étaient maintenant sombres et froids. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait étrangement. Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés. De temps en temps, des silhouettes apparaissaient qui disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient, ce qui les rendait encore plus nerveux. À l'extérieur, le bruit des hiboux et des chauves-souris qui volaient ajoutait au sentiment de terreur. « Je n'aime pas ça du tout », murmura Enzo, essayant de cacher la peur dans sa voix. « Continuons », répondit Anna, essayant d'avoir l'air courageuse, mais sentant son cœur battre vite. Soudain, Anna a commencé à se sentir étourdie. Le froid des couloirs sembla pénétrer ses os et sa vision commença à s'assombrir. Avant qu'il n'ait pu prévenir ses amis, il s'est évanoui. Ce soir-là, les trois amis ont décidé de se rencontrer à l'école. L'atmosphère à l'intérieur de l'école primaire d'Oradour-sur-Glane était effrayante la nuit. Les couloirs, qui pendant la journée étaient pleins de vie, étaient maintenant sombres et froids. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait étrangement. Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés. De temps en temps, des silhouettes apparaissaient qui disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient, ce qui les rendait encore plus nerveux. À l'extérieur, le bruit des hiboux et des chauves-souris qui volaient ajoutait au sentiment de terreur. « Je n'aime pas ça du tout », murmura Enzo, essayant de cacher la peur dans sa voix. « Continuons », répondit Anna, essayant d'avoir l'air courageuse, mais sentant son cœur battre vite. Soudain, Anna a commencé à se sentir étourdie. Le froid des couloirs sembla pénétrer ses os et sa vision commença à s'assombrir. Avant qu'il n'ait pu prévenir ses amis, il s'est évanoui. Alors qu'Anna était inconsciente, elle a fait un rêve troublant. Elle s'est retrouvée à nouveau dans les toilettes de l'école, mais cette fois, la femme dans le miroir est apparue clairement. Ses yeux vides et son expression de douleur étaient effrayants. À côté d'elle, le lapin qui était sans tête, devant Anna. « S'il vous plaît, aidez-moi », a dit la femme dans le miroir d'une voix désespérée. « Je suis coincée ici. Vous devez me libérer. » Anna essaya de répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle se réveilla en sursaut. Enzo et Mekon étaient à ses côtés, terrifiés. « Tu t'es évanoui », s'écria Mekon en tenant la main d'Anna. « J'ai vu la femme dans le miroir », a déclaré Anna, essayant toujours de reprendre son souffle. Elle a demandé de l'aide. Les amis se regardèrent, sachant que la situation était plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Déterminés à découvrir la vérité et à aider l'esprit tourmenté, ils ont poursuivi leur voyage à travers les couloirs sombres de l'école. Anna, Enzo et Mekon étaient assis dans la bibliothèque, élaborant un plan pour sauver la femme du miroir. Ils savaient qu'ils devaient agir avec prudence et précision. Anna était déterminée à aider l'esprit tourmenté, tandis qu'Enzo et Mekon, malgré leur peur, étaient prêts à soutenir leur ami. « Nous devons trouver un moyen de la libérer », a déclaré Anna en regardant le journal. Ici, il est dit qu'elle est emprisonnée par une sorte de démon. « Peut-être que c'est un rituel, suggéra Enzo. Quelque chose que nous pouvons faire pour briser la malédiction. Mekon a accepté. Nous avons besoin de plus d'informations. Nous retournons à l'école le soir. Alors qu'ils discutaient des détails du plan, deux collègues qui n'aimaient pas Anna, Janine et Brian, ont entendu la conversation. Ils n'arrivaient pas à croire l'histoire racontée par Anna et décidèrent de suivre les trois amis ce soir-là. Ils voulaient leur faire peur. Cette nuit-là, Anna, Enzo et Mekon sont retournés à l'école, déterminés à mettre leur plan à exécution. La route vers l'école primaire d'Oradour-sur-Glane est sombre et pluvieuse. La pluie tombait à verse, trempant ses vêtements et rendant l'atmosphère encore plus sinistre. Les lampes de poche qu'il portait tombaient de plus en plus en panne à mesure qu'il approchait de l'école, ajoutant au sentiment de peur et de tension. Janine et Brian les suivirent de près, cachés dans l'ombre. Ils rirent doucement, planifiant la peur qu'ils feraient à leurs camarades de classe. La pluie et l'obscurité ne les intimidaient pas, ils étaient déterminés à prouver que tout cela n'était qu'une invention d'Anne. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, les trois amis ont senti un frisson leur parcourir le dos. L'atmosphère était encore plus effrayante qu'avant. Les couloirs étaient maintenant sombres, froids et humides, et le bruit des gouttes frappant le sol pouvait être entendu, les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait de manière inquiétante.
Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés car la première fois qu'Enzo et Mekon craignaient qu'Anna ne s'évanouisse à nouveau, ils lui demandaient si elle allait bien tout le temps. Cela a en quelque sorte dérangé Anna. « Dans quoi s'embarque-t-on » murmura Enzo, la voix tremblante. Ce que personne ne savait, c'est que la femme dans le miroir était emprisonnée par un démon nommé Balthazar. Balthazar est un démon de bas niveau en enfer, inconnu, c'est une entité qui tous les 30 ans quitte l'enfer pour emprisonner les âmes. Il aspire leurs âmes par la bouche et les laisse sans vie. À la fin, les corps de leurs victimes explosent dans un nuage de sang et d'os. Anna, essayant de rester calme, a répondu « Nous devons continuer. Nous sommes si proches de découvrir la vérité. » Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les couloirs, un bruit étrange résonna dans le bâtiment. C'était un murmure, presque inaudible, mais chargé d'un mal palpable. Mekon s'arrêta brusquement, tenant le bras d'Enzo. « Avez-vous entendu ça » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette sombre apparut au bout du couloir. Elle était la femme dans le miroir, mais quelque chose était différent. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge intense, et un sourire sinistre se forma sur ses lèvres. « Je n'aurais pas dû demander ton aide. Cela n'aidera pas, il est très puissant, il a découvert que j'ai communiqué avec vous, c'était son plan. » « Furies » dit-elle d'une voix qui semblait venir de tous les côtés à la fois. Janine et Brian, qui se cachaient, ont également vu la silhouette et, pour la première fois, ont ressenti une véritable peur. Ils ont essayé de courir, mais quelque chose les a empêchés de bouger. C'était comme si une force invisible les maintenait en place. Anna, Enzo et Mekon se regardèrent, sachant qu'ils devaient agir vite. Soudain, la femme dans le miroir disparut et Balthazar apparut devant Janine et Brienne, paralysés par la peur. Brienne commença à flotter, immobile, alors qu'une lumière blanche sortait de son corps. La bouche de Balthazar s'ouvrit, aspirant lentement la lumière. Un coup de vent a déferlé dans les couloirs, provoquant des claquements de fenêtres et des ouvertures et fermetures violentes de portes. Alors que le dernier brin de lumière de son âme était aspiré par le démon, le corps de Brienne explosa en un nuage de sang et de morceaux de corps. Janine, qui était à côté d'elle, était couverte de sang et de fragments. L'horreur de l'explosion de Brienne était trop forte pour tout le monde. Anna, Enzo, Mekon et Janine, couverts de sang et de morceaux de corps, ont couru dans les couloirs de l'école, terrifiés. Le vent a continué à marteler les fenêtres et les portes, créant encore plus de chaos. Le bruit de ses pas résonnait dans le bâtiment, mêlé à des cris de désespoir. Ils ont couru sans regarder en arrière, seulement avec leur instinct de survie qui les guidait. Lorsqu'ils atteignirent la sortie, ils poussèrent violemment la porte et se jetèrent sous la pluie battante. L'eau a lavé le sang de leur corps, mais la peur était toujours présente dans leurs yeux. Sans s'arrêter, ils coururent à travers les rues sombres et désertes jusqu'à la maison de Janine. Quand ils sont arrivés, Janine a déverrouillé la porte avec des mains tremblantes et tout le monde est rapidement entré, fermant la porte derrière elle. Haletants et épuisés, ils se jetèrent sur le sol du salon, essayant de reprendre leur souffle. « Sommes-nous en sûreté ici » demanda Enzo, toujours tremblant. « Oui, nous le sommes » a répondu Janine, essayant de calmer tout le monde. « Ma maison est protégée. Ma grand-mère a toujours dit qu'aucun mal ne peut entrer ici. » Anna, encore sous le choc, regarda ses amis. « Nous devons parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Mekon hocha la tête. « Mais d'abord, nous devons nous calmer et réfléchir à un plan. Nous ne pouvons pas agir de manière impulsive. » Ils ont passé la nuit chez Janine, discutant de ce qu'il allait faire ensuite. Ils savaient qu'il avait fait face à quelque chose de terrible, mais ils savaient aussi qu'ensemble ils pourraient trouver un moyen d'empêcher Belshazzar de faire plus de ravages. Chez Janine, les amis étaient épuisés, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas se reposer tant qu'ils n'auraient pas trouvé un moyen de vaincre Balthazar et de sauver les âmes emprisonnées. Anna, toujours tremblante, se souvint d'un vieux livre de sorts que sa grand-mère gardait dans le grenier. « Ma grand-mère a toujours dit que ce livre avait réponse à tout », a-t-elle dit, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Ils montèrent au grenier, et, après quelques minutes de recherche, trouvèrent le livre poussiéreux. En feuilletant les pages, ils ont trouvé un chapitre sur les démons de bas niveau et comment les vaincre. Le voici. Asakria Enzo. Il dit que pour vaincre un démon comme Balthazar, nous devons effectuer un rituel de purification avec un objet sacré et réciter une incantation spécifique. Le rituel nécessitait 3 éléments principaux, un objet sacré, une bougie en cire pure et une herbe rare appelée verveine. « J'ai le crucifix » a dit Anna. « Et ma mère a des bougies en cire pure à la maison. Nous avons juste besoin de trouver la verveine. » Mekon se souvient d'un jardin d'herbes aromatiques près de l'école, où l'on pouvait trouver de la verveine. « Allons-y » a-t-il suggéré. « Mais nous devons être rapides et prudents.
Avec le plan en tête, les amis sont repartis sous la pluie, déterminés à trouver l'herbe. Le jardin était sombre, mais après une recherche minutieuse, ils ont trouvé la verveine. Ils sont rapidement retournés à la maison de Janine et ont commencé à préparer le rituel. Nous devons le faire à l'école, là où tout a commencé, a déclaré Anna avec détermination. Les amis ont accepté, avec les articles nécessaires en main, sont retournés à l'école. Quand ils sont arrivés, l'atmosphère était encore plus sinistre qu'avant. Les ombres semblaient bouger, et le bruit de la pluie qui battait les fenêtres ajoutait à la tension. Ils se rendirent dans la pièce où était conservé le miroir et commencèrent à préparer le rituel. Ils allumèrent la bougie et placèrent le crucifix au centre d'un cercle dessiné avec de la verveine. Anna commença à réciter l'incantation du livre, tandis qu'Enzo et Mekon lui tenaient les mains, formant un cercle autour du crucifix. Esprit de lumière, libérez ces âmes du mal qui les emprisonnent. Que la puissance sacrée de cet objet purifie et détruise le démon Balthazar. Que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Alors qu'Anna récitait l'incantation, une lumière intense commença à émaner du crucifix. L'école trembla et une silhouette sombre apparut au centre du cercle. C'était Balthazar, se tordant de douleur alors que la lumière l'enveloppait. « Tu ne peux pas me vaincre » cria le démon, mais sa voix s'affaiblit. Anna continua à réciter l'incantation, et la lumière s'intensifia. Balthazar poussa un cri assourdissant avant d'exploser dans un nuage de fumée noire. Lorsque la fumée s'est dissipée, la femme dans le miroir est apparue, souriant avec gratitude. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit. « Je suis libre, et ton ami aussi. » Brienne, qui avait été détruite, apparut à côté de la femme dans le miroir, intacte et souriante. « Merci de m'avoir sauvé » et les deux âmes furent libérées. Saint-Pétersbourg, Russie, 1850. L'hiver était particulièrement rigoureux cette année-là, recouvrant la ville d'une épaisse couche de neige et de glace. Les rues pavées brillaient à la lumière des lanternes à gaz, tandis que le vent perçant semblait murmurer des secrets anciens. Nikolai Ivanov, un homme sceptique et pragmatique, descendait d'une calèche avec une expression impassible, son esprit fixé uniquement sur l'urgence des affaires. Il avait reçu une lettre l'informant du décès de sa grand-mère et de l'héritage de l'ancienne maison familiale, située dans un quartier moins fréquenté de la ville. En entrant dans la maison, Nikolai ressentit immédiatement le poids de l'histoire que ses murs portaient. La maison, avec son architecture ancienne et décorée de tapisseries et de meubles poussiéreux, semblait s'étendre à l'infini dans un labyrinthe de pièces sombres et de couloirs étroits. Il se souvenait vaguement des histoires que sa grand-mère racontait sur un esprit protecteur appelé Domovois, mais il les considérait toujours comme de simples légendes pour effrayer les enfants. Nikolai commença à examiner la propriété, son regard critique évaluant la valeur potentielle de chaque objet ancien. La maison, bien que vieillie par le temps, conservait une certaine élégance. D'un signe de dédain, il ignora les rituels et les traditions que sa grand-mère avait mentionnés comme nécessaires pour maintenir la paix avec le Domovois. Superstition ancienne, murmura-t-il pour lui-même. Dans les premiers jours, Nikolai ne remarqua rien d'inhabituel, mais au fil du temps, il commença à percevoir des événements étranges. Des objets se déplaçaient seuls, une chaise semblait glisser d'un endroit à l'autre, et une petite boîte à musique se mettait à jouer seule la nuit. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs, et des ombres dansaient sur les murs, même sans source de lumière visible. Nikolai attribua ces phénomènes à l'usure de la maison et à son propre esprit fatigué. Cependant, la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Il tenta d'ignorer les événements, mais à mesure que le malaise grandissait, son scepticisme commençait à vaciller. Une nuit, alors que Nikolai lisait dans sa bibliothèque, le bruit de pas furtifs attira son attention. Il se leva et se dirigea vers le couloir, où il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, une petite créature aux yeux brillants et au sourire malicieux. Le Domovois, avec son apparence particulière et inquiétante, se tenait devant lui. L'esprit semblait à la fois curieux et irrité. « Qui êtes-vous » demanda Nikolai, sentant un frisson dans le dos. « Je suis le Domovois » dit l'esprit d'une voix qui ressemblait à un chuchotement mélangé à un cri lointain. « Cette maison est maudite en raison de ton manque de respect. » Le Domovois révéla à Nikolai qu'en ignorant les rituels, il avait rompu l'équilibre de la maison, et maintenant elle était sous une malédiction affectant non seulement la propriété, mais aussi ceux qui y résidaient. L'esprit expliqua que, pour briser la malédiction, Nikolai devait réaliser un ancien rituel et demander pardon. Désespéré,
Nikolai chercha davantage d'informations sur le rituel. Il trouva un vieux manuscrit dans un tiroir oublié, écrit dans une langue ancienne et difficile à comprendre. Les détails étaient vagues, mais mentionnaient des offrandes et des mots de repentance. Nikolai se prépara au rituel avec réticence, mais l'intensité croissante des événements étranges l'obligea à agir. Il suivit les instructions du manuscrit, en rassemblant des objets spécifiques tels que du pain, du lait et une bougie rouge. Par une nuit de pleine lune, il traça des symboles anciens sur le sol du salon principal et fit une prière, demandant pardon au domovois. Pendant le rituel, les ombres semblaient prendre vie, et les chuchotements s'intensifiaient. Nikolai sentit une présence écrasante autour de lui, comme si les murs de la maison respiraient. Au climax du rituel, il regarda le domovois, espérant une réaction. Après avoir terminé le rituel, l'atmosphère dans la maison commença à changer. Les chuchotements diminuèrent, et les objets cessèrent de se mouvoir. Nikolai, soulagé, ressentit une paix temporaire. Cependant, il savait que le processus était seulement au début. Alors qu'il tentait de reprendre une vie normale, il commença à entendre des rumeurs dans la ville sur des événements étranges dans d'autres maisons anciennes. Il se retrouva impliqué dans des discussions avec des personnes ayant également vécu des expériences surnaturelles. C'est alors qu'il comprit que la malédiction du domovois n'était pas unique, mais faisait partie d'un réseau plus vaste d'événements inexplicables. Accompagné de sa nouvelle amie, Elena, une jeune spiritualiste qui croyait aux histoires de sa grand-mère, il commença à enquêter sur d'autres maisons maudites. Elena le présenta à un groupe de personnes ayant également affronté des entités surnaturelles. Parmi eux se trouvait Alexei, un ancien professeur d'histoire locale avec une vaste connaissance des légendes russes. Maria, une voyante ayant passé des années à étudier l'occulte. Ensemble, ils formèrent une équipe dédiée à comprendre et affronter les phénomènes surnaturels à Saint-Pétersbourg. En enquêtant, ils découvrirent que la malédiction du domovois était liée à un ancien culte qui avait été exterminé des décennies plus tôt. Le culte avait utilisé le pouvoir des esprits pour contrôler et terroriser les gens, et le domovois était l'une des entités qui avait échappé à leur contrôle. Avec l'aide d'Alexei et d'Ivan, le groupe parvint à traduire davantage de parties du manuscrit et à découvrir plus sur les rituels nécessaires pour apaiser l'esprit. Un nouveau rituel était nécessaire, impliquant la purification de la maison et l'expulsion des entités malveillantes. L'équipe prépara le rituel final avec grand soin. Ils utilisèrent toutes les ressources et connaissances disponibles pour s'assurer que tout soit réalisé correctement. Le rituel eut lieu par une nuit de tempête, lorsque le vent et la pluie semblaient amplifier l'intensité de l'événement. Pendant le rituel, le domovois apparut à nouveau, mais cette fois-ci il semblait plus calme. Nikolai et ses alliés affrontèrent la présence de l'esprit, réalisant les offrandes et récitant les mots de purification. La bataille spirituelle fut intense, l'esprit résistant et les ombres luttant contre la lumière. Finalement, l'esprit du domovois fut apaisé et la malédiction fut brisée. La maison retrouva sa paix, et Nikolai ressentit un profond soulagement. L'influence négative disparut, et les événements étranges cessèrent. Nikolai se rendit compte que l'expérience avait changé sa perspective. Il devint plus ouvert aux histoires et traditions qu'il avait autrefois méprisées. Avec le soutien de ses nouveaux amis et alliés, il décida d'utiliser ses connaissances et son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à des phénomènes surnaturels. La maison de Nikolai devint un lieu de refuge et d'étude pour ceux qui cherchaient à comprendre le monde spirituel. Nikolai, désormais respecté comme un connaisseur de l'occulte, passa à enseigner l'importance de respecter les traditions et de comprendre les forces au-delà de la compréhension humaine.
Le village de Montreuil-sur-Mer, niché entre des collines ondulantes et des champs de lavande dans la France de 1990, semblait être un lieu où le temps s'était arrêté. La tranquillité du village était souvent interrompue seulement par les doux sons de la nature et les conversations amicales des habitants. Cependant, cette calme était une façade pour le mystère qui hantait la jeune veuve, Anna Dupont. Après la mort de son mari, Pierre, dans des circonstances qui avaient toujours semblé suspectes, Anna ressentait un besoin désespéré de comprendre ce qui s'était réellement passé. L'idée que le lac local, le lac des ombres, pourrait être impliqué la fascinait et l'effrayait en même temps. Les légendes locales disaient que le lac était habité par des esprits vengeurs, et Anna commença à croire que ces histoires pouvaient avoir un fond de vérité. Déterminée à découvrir la vérité, Anna décida de commencer son enquête. Le premier pas fut de rassembler des informations sur le lac et sa connexion avec les événements qui l'entouraient. Elle se prépara méticuleusement, comme si elle allait affronter un ennemi invisible. Dans son modeste appartement, situé dans une ancienne maison en pierre avec des murs épais et de petites fenêtres, Anna rassembla une série d'objets nécessaires à l'enquête, une lampe de poche, des bougies, un carnet de notes et quelques livres anciens sur l'occultisme et les pratiques spirituelles. La bibliothèque locale, située au cœur de Montreuil-sur-Mer, était un bâtiment imposant en briques rouges, avec une façade qui semblait immortaliser l'histoire du village. L'intérieur de la bibliothèque était décoré de panneaux de bois sombre et d'étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond, chargés de livres anciens. L'air était imprégné de l'odeur du papier vieilli et de l'encre. Anna marcha dans le couloir étroit, ressentant le poids des livres et du savoir contenu dans ces lieux. Elle se dirigea vers la section d'histoire locale et de mythologie, cherchant toute mention du lac et de ses légendes. Elle trouva plusieurs volumes anciens, dont les couvertures étaient couvertes de poussière et les pages jaunies par le temps. Parmi les livres, elle découvrit un ancien journal d'un prêtre local du XIXe siècle, qui décrivait des rituels et des croyances associées au lac. Le journal mentionnait que le lac pouvait servir de portail vers le monde des morts, où des esprits tourmentés cherchaient justice ou vengeance. Le texte était écrit en une calligraphie gothique difficile à lire, mais Anna s'efforça de déchiffrer chaque mot. Alors qu'elle était absorbée dans sa lecture, le bibliothécaire, Monsieur Lefebvre, un homme âgé avec des lunettes à monture fine, s'approcha et proposa son aide. Il raconta à Anna que le journal avait une histoire controversée. Beaucoup considéraient le lac comme un lieu maudit, mais certains croyaient que les événements décrits n'étaient que des fantasmes créés pour éloigner les habitants. Malgré l'attitude sceptique de Monsieur Lefebvre, Anna sentit que les informations qu'elle avait trouvées étaient cruciales pour son enquête. Après des heures de recherche, Anna décida que la prochaine étape serait une visite au lac lui-même. Alors qu'elle se préparait à quitter la bibliothèque, l'après-midi commençait à se transformer en nuit, et une brise froide commença à souffler. Alors qu'Anna était sur le point de quitter le bâtiment, une scène troublante se produisit. Un petit enfant, avec des cheveux épars et des yeux grands et effrayés, apparut devant elle. L'enfant, une fille d'environ 6 ans, était vêtue de vêtements simples et déchirés, comme sortis d'un conte de fées anciens. Ses yeux étaient sombres et pénétrants, et son regard semblait refléter une peur profonde. Elle s'approcha d'Anna et, d'une voix douce et tremblante. « Ne va pas au lac. Ils ne veulent pas que tu saches la vérité. Les esprits vont te prendre. » Anna, bien que effrayée, essaya de garder son calme. Elle demanda à l'enfant si elle savait quelque chose de plus sur ce qu'elle disait, mais l'enfant se contenta de secouer la tête et commença à s'éloigner.
Anna la suivit du regard tandis que la petite fille disparaissait dans les ombres de la nuit, sentant un frisson parcourir son échine. L'avertissement de l'enfant la perturba, mais elle se sentait aussi plus déterminée à découvrir ce qui se passait réellement. Le cœur battant et l'esprit plein de questions, Anna se dirigea vers le lac cette nuit-là, prête à affronter l'inconnu et à chercher des réponses à la mort de son mari. Le lac, avec ses eaux sombres et silencieuses, semblait l'attendre, et le mystère entourant le lieu était sur le point de se révéler. Anna Dupont s'engagea pleinement dans son enquête, déterminée à comprendre le rôle que le lac des ombres jouait dans la mort de son mari. À chaque étape de sa quête de vérité, le mystère semblait se creuser, et les personnages qu'elle rencontrait en cours de route avaient leurs propres histoires enveloppées de mystères et de secrets. La première étape pour Anna fut la demeure de Gérard Moreau, un fermier respecté du village mais dont le passé était entouré de rumeurs. La maison, située en périphérie de Montreuil-sur-Mer, baignait dans une atmosphère de décadence. C'était un vieux bâtiment en pierre recouvert de mousse, avec des fenêtres en verre taché et des portes en bois qui grinçaient avec le vent. La maison était entourée d'un jardin abandonné, où des buissons poussaient en désordre et des arbres morts se balançaient sous le vent constant, produisant un son de murmure troublant. Lorsqu'Anna arriva, la pluie commençait à tomber, ajoutant une touche sombre à la scène. Le bruit de l'eau frappant les fenêtres et le vent sifflant à travers les fissures de la maison rendaient l'ambiance encore plus menaçante. Anna frappa à la porte, et après quelques instants d'attente, Gérard apparut. C'était un homme d'âge moyen, avec des cheveux gris et un regard qui semblait porter le poids de nombreux secrets. Son visage exprimait la fatigue, comme si la vie avait laissé une marque profonde en lui. « Mademoiselle Dupont, que vous amène-t-il ici par une nuit pareille ?» demanda Gérard, sa voix rauque se mêlant au bruit de la pluie qui tombait. Anna expliqua son enquête et les informations qu'elle avait trouvées sur le lac. Gérard, bien que réticent, lui offrit quelques renseignements. Il dit qu'il connaissait Pierre depuis de nombreuses années et que, bien qu'il eût du respect pour lui, il savait qu'il y avait eu des conflits entre Pierre et certains individus influents du village. Gérard mentionna également que le lac avait une histoire plus ancienne que beaucoup ne l'imaginaient et que certains habitants croyaient qu'il était un lieu de grand pouvoir surnaturel. Cependant, il n'était pas disposé à entrer dans les détails, préférant laisser le passé enfoui. La prochaine étape pour Anna fut la maison de Claire Lefebvre, une jeune professeure d'histoire connue pour son intérêt pour les légendes et les mythes locaux. La maison de Claire se trouvait au centre du village et possédait une façade victorienne charmante, avec des balcons en fer forgé et des fenêtres en verre coloré. Cependant, cette nuit-là, la maison paraissait encore plus sombre, avec le vent hurlant autour des fenêtres et la pluie battant fortement contre les volets. Claire accueillit Anna avec un sourire chaleureux, mais son expression devint rapidement sérieuse lorsque le sujet du lac fut abordé. Claire conduisit Anna dans le salon, qui était décoré de meubles anciens et d'étagères remplies de livres et de cartes. Le bruit de la pluie et les bruits du vent se mêlaient au murmure des conversations, créant une atmosphère d'inquiétude. Claire révéla qu'elle avait étudié le lac de manière approfondie et que le lieu était imprégné de légendes concernant des esprits et des pratiques anciennes. Elle montra à Anna une série de documents historiques et de livres anciens qui mentionnaient le lac comme un lieu de rituels anciens et de sacrifices. Selon Claire, beaucoup croyaient que le lac avait le pouvoir de révéler des vérités cachées, mais il était aussi dangereux pour ceux qui s'aventuraient à déterrer les secrets qu'il cachait. Claire raconta également à Anna une série d'événements étranges qui s'étaient produits au fil des années.
disparitions inexplicables, morts mystérieuses et phénomènes surnaturels qui semblaient liés au lac. L'ambiance de la maison de Claire, avec ses meubles lourds et ses murs couverts de tapisseries anciennes, semblait refléter le poids des histoires qu'elle racontait. Alors qu'Anna était plongée dans la conversation avec Claire, la nuit avançait, et l'environnement autour de la maison semblait de plus en plus sinistre. La pluie s'intensifiait, et les vents forts faisaient trembler les fenêtres, créant une impression que quelque chose était sur le point de se produire. Lorsqu'Anna était sur le point de quitter la maison de Claire, une sensation d'inconfort l'envahit. Claire, remarquant l'air préoccupé d'Anna, tenta de la réconforter, mais il y avait une tension palpable dans l'air. « Soyez prudente, mademoiselle Dupont », avertit Claire, sa voix presque inaudible au-dessus du bruit de la tempête. « Certains secrets sont mieux laissés enterrer. Le lac pourrait révéler bien plus que ce que vous êtes prête à affronter. » Avec ces mots d'avertissement, Anna quitta la maison de Claire et se dirigea vers le lac. Le vent hurlant et le bruit de la pluie créaient un environnement de désolation et de mystère autour du lac. Les arbres autour balançaient de manière sinistre, et les eaux sombres du lac reflétaient la faible lumière de la lune d'une manière qui semblait cacher quelque chose d'obscur. Alors qu'Anna se préparait pour une nouvelle visite au lac, les détails des conversations avec Gérard et Claire commençaient à s'entrelacer dans son esprit, formant une toile complexe de mystère et de danger. Elle commençait à comprendre que la vérité sur le lac et les événements entourant la mort de Pierre étaient plus compliqués et sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Le bruit constant de la pluie et le vent qui semblait murmurer des secrets anciens autour du lac créaient une atmosphère oppressante. Anna savait qu'elle se rapprochait de la vérité, mais elle sentait également qu'elle pénétrait un territoire dangereux et inconnu. Le lac, avec son mystère inquiet, continuait à être une énigme qui mettait à l'épreuve son courage et sa détermination. L'enquête d'Anna Dupont sur le lac des Ombres l'a conduite sur un chemin sombre et complexe, révélant des secrets qui défiaient la compréhension. Après les indices obtenus auprès de Gérard Moreau et de Claire Lefebvre, Anna se trouva plongée dans un réseau d'intrigues impliquant l'élite locale et ses liens avec une organisation secrète. La prochaine étape de son voyage la mena à la demeure des Dubois. Le bâtiment, une imposante structure en pierre et en fer forgé, se dressait comme un monument d'opulence et de pouvoir. La nuit, la maison se transformait en un lieu de mystère et de malaise, avec le vent qui sifflait et la pluie qui tambourinait contre les fenêtres créant une symphonie inquiétante. Anna fut accueillie par Monsieur Dupuis, le majordome, dont le regard semblait cacher de nombreux secrets. La maison était plongée dans une pénombre lourde, avec la cheminée projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de tapisseries anciennes. Henri Dubois, le propriétaire, était un homme d'âge mûr avec une aura d'autorité presque palpable. « Mademoiselle Dupont, que vous amène-t-il ici par une nuit aussi tempétueuse ?» demanda Henri, sa voix calculée et froide résonnant dans le grand salon. Anna expliqua ses découvertes sur le lac et la connexion avec l'élite locale. Henri, bien qu'apparenté comme courtois, fit en sorte de détourner la conversation vers des sujets plus triviaux. Le ton de sa voix et la manière dont il évitait le regard direct suggéraient qu'il cachait quelque chose. Le lac est un endroit que beaucoup préfèrent laisser en paix, affirma Henri avec une froideur calculée. Certaines histoires sont meilleures lorsqu'elles restent non racontées. Déterminée à approfondir l'enquête, Anna commença à explorer plus en profondeur l'histoire de l'élite locale. Elle découvrit des documents anciens et des correspondances cachées dans la bibliothèque privée des Dubois qui révélaient une connexion troublante avec les Illuminati. L'élite du village, y compris Henri et d'autres membres influents,
s'était impliquée avec l'organisation secrète pour obtenir pouvoir et contrôle. Les Illuminati, connus pour leurs rituels occultes et leur quête de domination mondiale, étaient entrelacés avec l'élite locale dans des pratiques ésotériques concernant le lac. Les documents révélaient qu'ils réalisaient des rituels sombres pour ouvrir des portails vers l'au-delà et obtenir des faveurs d'entités surnaturelles. Ces rituels étaient réalisés lors de nuits spécifiques, comme les nuits de pleine lune, lorsque les énergies du lac étaient les plus intenses. Anna trouva des récits de sacrifices et de cérémonies visant à manipuler des forces au-delà de la compréhension humaine. La mort de Pierre et les événements tragiques associés au lac n'étaient pas simplement des tragédies isolées, mais faisaient partie d'une trame plus vaste, orchestrée par ceux qui cherchaient à contrôler le surnaturel. Avec ces révélations en tête, Anna retourna à la maison de Gérard Moreau. L'atmosphère autour était chargée d'une tension palpable. La pluie avait diminué, mais le ciel restait couvert de nuages sombres, et le vent continuait à siffler à travers les arbres, comme s'il était témoin d'un secret ancien sur le point d'être révélé. Gérard, en entendant parler de la connexion avec les Illuminati, semblait préoccupé. La maison était silencieuse, et l'atmosphère devenait plus oppressante à mesure que la conversation avançait. « Mademoiselle Dupont, vous naviguez en eau dangereuse, » dit Gérard, sa voix basse et grave. « L'élite a de nombreux secrets, et leurs pratiques ont des conséquences qui vont au-delà de la compréhension commune. Ils protégeront leurs secrets à tout prix. » Gérard confirma que les membres de l'élite, impliqués dans une secte secrète, utilisaient le lac pour des rituels destinés à maintenir leur influence et leur protection. Ces rituels, réalisés en conjonction avec des événements astrologiques, faisaient partie d'un effort pour contrôler des forces occultes et garantir leur maintien au pouvoir. En quittant la maison de Gérard, Anna ressentit une urgence croissante. Le lac, avec son aura de mystère et ses secrets enfouis, était désormais au centre d'une conspiration s'étendant jusqu'à l'élite locale et ses liens avec les Illuminati. L'environnement autour du lac semblait refléter la gravité de la situation. Le vent hurlant et la pluie recommençant à tomber créaient une impression de danger imminent. Anna savait qu'elle se rapprochait d'une vérité perturbante. Le lac, avec ses eaux sombres et inquiétantes, semblait désormais représenter l'épicentre d'une bataille entre forces obscures et quête de justice. Déterminée à affronter les responsables, elle se préparait à affronter l'inconnu et à découvrir ce qui se cachait réellement dans les profondeurs du lac, le lac des ombres. Se sentant de plus en plus menacée, Anna décida de réaliser un rituel final au bord du lac pour obtenir une preuve définitive de la culpabilité d'Henri. Elle avait désespérément besoin d'un moyen de l'affronter avec la vérité et de révéler ses crimes. La nuit fixée, l'environnement autour du lac était particulièrement sinistre. La pleine lune semblait briller avec une intensité surnaturelle, et le son des criquets était presque assourdissant. Anna était déterminée à compléter le rituel, malgré la peur croissante qu'elle ressentait. Alors qu'elle procédait au rituel, un phénomène inexplicable se produisit. Une figure spectrale émergea des eaux, se révélant comme l'esprit de Pierre. L'esprit de Pierre révéla qu'Henri était en effet impliqué dans une série d'activités criminelles et qu'il avait une connexion avec des forces surnaturelles au-delà de la compréhension d'Anna. L'environnement autour du lac devint chaotique. Les eaux commencèrent à se déchaîner violemment, et les ombres des arbres semblèrent prendre vie. Anna vit les âmes des anciens habitants du village surgir des profondeurs, réclamant justice et vengeance. Le rituel révéla la véritable nature du lac comme un lieu de jugement et de purification, et Anna comprit que sa lutte venait à peine de commencer.
Au climax de l'histoire, Anna confronta à nouveau Henri, cette fois avec la preuve irréfutable qu'elle avait obtenue pendant le rituel. Henri, terrifié par les événements qui s'étaient déroulés et par les preuves contre lui, tenta de fuir. Cependant, le lac semblait exercer un pouvoir sur lui, le ramenant vers son destin. Dans une lutte désespérée et tendue, Anna et Henri se confrontèrent au bord du lac. Henri tenta d'attaquer Anna, mais fut interrompu par l'intervention des esprits qui émergeaient des eaux. Les esprits, dirigés par Pierre, prirent Henri et l'entraînèrent au fond du lac, le punissant pour ses crimes et veillant à ce qu'il paie pour ses actes. Anna, maintenant épuisée et avec un sentiment d'accomplissement mêlé de tristesse, regarda les esprits retourner aux profondeurs du lac. Avec Henri et ses crimes enfin exposés et punis, Anna devint la gardienne du lac, promettant de protéger les innocents et d'assurer que la justice prévale. Elle savait que le lac continuerait à être un lieu de pouvoir et de mystère, mais il était désormais de sa responsabilité de maintenir la paix entre les mondes des vivants et des morts. L'histoire se termina avec l'image d'Anna debout au bord du lac, la pleine lune réfléchie dans les eaux, et un sentiment de calme revenant au village. Montreuil-sur-Mer avait affronté ses fantômes et avait finalement trouvé un nouvel équilibre. Dans un petit village de la campagne de la ville française, 3 adolescents fréquentent l'école primaire d'Oradour-sur-Glane, une école située à la périphérie de la ville. Anna, une fille d'origine modeste, a rencontré des problèmes à la maison, en particulier avec son père alcoolique. Malgré les difficultés, Anna était extrêmement intelligente et passait la plupart de son temps libre à la bibliothèque de l'école, à étudier et à lire des histoires d'horreur, son genre préféré. Anna avait 2 grands amis, Mécon, toujours loyal et amusant, et Enzo, pour qui elle avait des sentiments secrets. Enzo aimait aussi Anna, mais aucun d'eux n'avait le courage d'avouer ses sentiments. Ils se sont beaucoup disputés, mais c'étaient des combats sains, pleins de taquineries et de rires. Mécon, à son tour, savait qu'il était amoureux, mais ne disait rien, préférant observer la dynamique entre eux avec un sourire sur le visage. Tout a commencé quand Anna a trouvé un vieux livre mystérieux dans la bibliothèque de l'école. Elle aidait l'employé de la bibliothèque à organiser de vieux livres qui seraient jetés. Dans l'une des boîtes, Anna trouva un livre poussiéreux et usé. Curieuse, elle l'a ouvert et a découvert qu'il s'agissait d'un journal intime, le journal d'une femme de la salle de bain. Dans le journal, il y avait des écrits énigmatiques qui ont beaucoup intrigué Anna, au point de prendre le journal et de le mettre dans son sac à dos. Les pages étaient pleines de récits effrayants et d'énigmes qui l'intriguaient. Anna était tellement fascinée qu'elle a décidé d'enquêter seule avant de raconter à ses amis ce qu'elle avait trouvé. Les pages étaient pleines de récits effrayants et d'énigmes qui l'intriguaient. Anna était tellement fascinée qu'elle a décidé d'enquêter seule avant de raconter à ses amis ce qu'elle avait trouvé. Le soir même, elle est retournée à l'école seule et dans la clandestinité. Le cœur battant, il entra dans la salle de bain décrite dans le journal. Quand il entra, il ressentit des frissons et sa peau se hérissait. L'atmosphère était froide et silencieuse, jusqu'à ce qu'il entende des bruits étranges résonner dans les couloirs. Effrayée, Anna s'enfuit en courant, laissant tomber le livre au sol. Elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé tomber le livre alors qu'elle était déjà sortie de l'école, les yeux pleins de larmes, terrifiée, a décidé d'y retourner. Le silence était une torture, sa respiration était laborieuse et il semblait y faire plus froid qu'ailleurs. Elle entre à nouveau par la fenêtre qu'elle avait laissée ouverte pendant le cours de l'après-midi, car cela faisait partie de son plan. Dans le couloir, elle voit le livre qui était devant la salle de bain, pas de bruit, elle s'approche. Quand soudain une silhouette passe dans le couloir devant elle, elle se fige une fraction de seconde, c'était comme si elle allait mourir de peur puis elle attrape le livre et court vers la fenêtre où elle est entrée. De retour en sécurité dans sa maison, Anna a essayé d'oublier ce qui s'était passé, mais toute la semaine, elle a fait des cauchemars à propos d'un lapin qu'elle suivait. Chaque fois qu'il suivait le lapin dans ses rêves à travers la ville, il finissait par entrer dans l'école et entrer dans les toilettes, les mêmes où il était décrit dans le journal. Quand Anna est arrivée à la salle de bain et a essayé d'attraper le lapin, elle s'est réveillée effrayée et en sueur. Incapable de comprendre cela, il a décidé de tout raconter à ses amis à la cafétéria de l'école. Regarde CA, dit Anna en montrant le livre. Anna a expliqué tout ce qui lui était arrivé. Enzo, toujours prudent, exprima son inquiétude. Cela semble dangereux, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Aller à l'école le soir tout seul, c'est fou, qu'est-ce que tu as en tête? Mécon,
avec son esprit aventureux, était excité. Et a dit, « Allons plus loin. » Ce soir-là, les trois amis ont décidé de se rencontrer à l'école. L'atmosphère à l'intérieur de l'école primaire d'Oradour-sur-Glane était effrayante la nuit. Les couloirs, qui pendant la journée étaient pleins de vie, étaient maintenant sombres et froids. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait étrangement. Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés. De temps en temps, des silhouettes apparaissaient qui disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient, ce qui les rendait encore plus nerveux. À l'extérieur, le bruit des hiboux et des chauves-souris qui volaient ajoutait au sentiment de terreur. « Je n'aime pas ça du tout », murmura Enzo, essayant de cacher la peur dans sa voix. « Continuons », répondit Anna, essayant d'avoir l'air courageuse, mais sentant son cœur battre vite. Soudain, Anna a commencé à se sentir étourdie. Le froid des couloirs sembla pénétrer ses os et sa vision commença à s'assombrir. Avant qu'il n'ait pu prévenir ses amis, il s'est évanoui. Ce soir-là, les trois amis ont décidé de se rencontrer à l'école. L'atmosphère à l'intérieur de l'école primaire d'Oradour-sur-Glane était effrayante la nuit. Les couloirs, qui pendant la journée étaient pleins de vie, étaient maintenant sombres et froids. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait étrangement. Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés. De temps en temps, des silhouettes apparaissaient qui disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient, ce qui les rendait encore plus nerveux. À l'extérieur, le bruit des hiboux et des chauves-souris qui volaient ajoutait au sentiment de terreur. « Je n'aime pas ça du tout », murmura Enzo, essayant de cacher la peur dans sa voix. « Continuons », répondit Anna, essayant d'avoir l'air courageuse, mais sentant son cœur battre vite. Soudain, Anna a commencé à se sentir étourdie. Le froid des couloirs sembla pénétrer ses os et sa vision commença à s'assombrir. Avant qu'il n'ait pu prévenir ses amis, il s'est évanoui. Alors qu'Anna était inconsciente, elle a fait un rêve troublant. Elle s'est retrouvée à nouveau dans les toilettes de l'école, mais cette fois, la femme dans le miroir est apparue clairement. Ses yeux vides et son expression de douleur étaient effrayants. À côté d'elle, le lapin qui était sans tête, devant Anna. « S'il vous plaît, aidez-moi », a dit la femme dans le miroir d'une voix désespérée. « Je suis coincée ici. Vous devez me libérer. » Anna essaya de répondre, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle se réveilla en sursaut. Enzo et Mekon étaient à ses côtés, terrifiés. « Tu t'es évanoui », s'écria Mekon en tenant la main d'Anna. « J'ai vu la femme dans le miroir », a déclaré Anna, essayant toujours de reprendre son souffle. Elle a demandé de l'aide. Les amis se regardèrent, sachant que la situation était plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Déterminés à découvrir la vérité et à aider l'esprit tourmenté, ils ont poursuivi leur voyage à travers les couloirs sombres de l'école. Anna, Enzo et Mekon étaient assis dans la bibliothèque, élaborant un plan pour sauver la femme du miroir. Ils savaient qu'ils devaient agir avec prudence et précision. Anna était déterminée à aider l'esprit tourmenté, tandis qu'Enzo et Mekon, malgré leur peur, étaient prêts à soutenir leur ami. « Nous devons trouver un moyen de la libérer », a déclaré Anna en regardant le journal. « Ici, il est dit qu'elle est emprisonnée par une sorte de démon. »« Peut-être que c'est un rituel », suggéra Enzo. « Quelque chose que nous pouvons faire pour briser la malédiction. » Mekon a accepté. « Nous avons besoin de plus d'informations. Nous retournons à l'école le soir. » Alors qu'ils discutaient des détails du plan, deux collègues qui n'aimaient pas Anna, Janine et Brian, ont entendu la conversation. Ils n'arrivaient pas à croire l'histoire racontée par Anna et décidèrent de suivre les trois amis ce soir-là. Ils voulaient leur faire peur. Cette nuit-là, Anna, Enzo et Mekon sont retournés à l'école, déterminés à mettre leur plan à exécution. La route vers l'école primaire d'Oradour-sur-Glane est sombre et pluvieuse. La pluie tombait à verse, trempant ses vêtements et rendant l'atmosphère encore plus sinistre. Les lampes de poche qu'il portait tombaient de plus en plus en panne à mesure qu'il approchait de l'école, ajoutant au sentiment de peur et de tension. Janine et Brian les suivirent de près, cachés dans l'ombre. Ils rirent doucement, planifiant la peur qu'ils feraient à leurs camarades de classe. La pluie et l'obscurité ne les intimidaient pas, ils étaient déterminés à prouver que tout cela n'était qu'une invention d'Anne. Lorsqu'ils sont arrivés à l'école, les trois amis ont senti un frisson leur parcourir le dos. L'atmosphère était encore plus effrayante qu'avant. Les couloirs étaient maintenant sombres, froids et humides, et le bruit des gouttes frappant le sol pouvait être entendu, les murs semblaient se refermer autour d'eux, et le bruit de leurs pas résonnait de manière inquiétante.
Anna, Enzo et Mekon marchaient ensemble, collés l'un à l'autre, terrifiés car la première fois qu'Enzo et Mekon craignaient qu'Anna ne s'évanouisse à nouveau, ils lui demandaient si elle allait bien tout le temps. Cela a en quelque sorte dérangé Anna. « Dans quoi s'embarque-t-on » murmura Enzo, la voix tremblante. Ce que personne ne savait, c'est que la femme dans le miroir était emprisonnée par un démon nommé Balthazar. Balthazar est un démon de bas niveau en enfer, inconnu, c'est une entité qui tous les 30 ans quitte l'enfer pour emprisonner les âmes. Il aspire leurs âmes par la bouche et les laisse sans vie. À la fin, les corps de leurs victimes explosent dans un nuage de sang et d'os. Anna, essayant de rester calme, a répondu « Nous devons continuer. Nous sommes si proches de découvrir la vérité. » Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les couloirs, un bruit étrange résonna dans le bâtiment. C'était un murmure, presque inaudible, mais chargé d'un mal palpable. Mekon s'arrêta brusquement, tenant le bras d'Enzo. « Avez-vous entendu ça » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette sombre apparut au bout du couloir. Elle était la femme dans le miroir, mais quelque chose était différent. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge intense, et un sourire sinistre se forma sur ses lèvres. « Je n'aurais pas dû demander ton aide. Cela n'aidera pas, il est très puissant, il a découvert que j'ai communiqué avec vous, c'était son plan. » « Furies » dit-elle d'une voix qui semblait venir de tous les côtés à la fois. Janine et Brian, qui se cachaient, ont également vu la silhouette et, pour la première fois, ont ressenti une véritable peur. Ils ont essayé de courir, mais quelque chose les a empêchés de bouger. C'était comme si une force invisible les maintenait en place. Anna, Enzo et Mekon se regardèrent, sachant qu'ils devaient agir vite. Soudain, la femme dans le miroir disparut et Balthazar apparut devant Janine et Brienne, paralysés par la peur. Brienne commença à flotter, immobile, alors qu'une lumière blanche sortait de son corps. La bouche de Balthazar s'ouvrit, aspirant lentement la lumière. Un coup de vent a déferlé dans les couloirs, provoquant des claquements de fenêtres et des ouvertures et fermetures violentes de portes. Alors que le dernier brin de lumière de son âme était aspiré par le démon, le corps de Brienne explosa en un nuage de sang et de morceaux de corps. Janine, qui était à côté d'elle, était couverte de sang et de fragments. L'horreur de l'explosion de Brienne était trop forte pour tout le monde. Anna, Enzo, Mekon et Janine, couverts de sang et de morceaux de corps, ont couru dans les couloirs de l'école, terrifiés. Le vent a continué à marteler les fenêtres et les portes, créant encore plus de chaos. Le bruit de ses pas résonnait dans le bâtiment, mêlé à des cris de désespoir. Ils ont couru sans regarder en arrière, seulement avec leur instinct de survie qui les guidait. Lorsqu'ils atteignirent la sortie, ils poussèrent violemment la porte et se jetèrent sous la pluie battante. L'eau a lavé le sang de leur corps, mais la peur était toujours présente dans leurs yeux. Sans s'arrêter, ils coururent à travers les rues sombres et désertes jusqu'à la maison de Janine. Quand ils sont arrivés, Janine a déverrouillé la porte avec des mains tremblantes et tout le monde est rapidement entré, fermant la porte derrière elle. Haletants et épuisés, ils se jetèrent sur le sol du salon, essayant de reprendre leur souffle. « Sommes-nous en sûreté ici » demanda Enzo, toujours tremblant. « Oui, nous le sommes » a répondu Janine, essayant de calmer tout le monde. « Ma maison est protégée. Ma grand-mère a toujours dit qu'aucun mal ne peut entrer ici. » Anna, encore sous le choc, regarda ses amis. « Nous devons parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Mekon hocha la tête. « Mais d'abord, nous devons nous calmer et réfléchir à un plan. Nous ne pouvons pas agir de manière impulsive. » Ils ont passé la nuit chez Janine, discutant de ce qu'il allait faire ensuite. Ils savaient qu'il avait fait face à quelque chose de terrible, mais ils savaient aussi qu'ensemble ils pourraient trouver un moyen d'empêcher Belshazzar de faire plus de ravages. Chez Janine, les amis étaient épuisés, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas se reposer tant qu'ils n'auraient pas trouvé un moyen de vaincre Balthazar et de sauver les âmes emprisonnées. Anna, toujours tremblante, se souvint d'un vieux livre de sorts que sa grand-mère gardait dans le grenier. « Ma grand-mère a toujours dit que ce livre avait réponse à tout », a-t-elle dit, avec une lueur d'espoir dans les yeux. Ils montèrent au grenier, après quelques minutes de recherche, trouvèrent le livre poussiéreux. En feuilletant les pages, ils ont trouvé un chapitre sur les démons de bas niveau et comment les vaincre. Le voici. Asakria Enzo. Il dit que pour vaincre un démon comme Balthazar, nous devons effectuer un rituel de purification avec un objet sacré et réciter une incantation spécifique. Le rituel nécessitait 3 éléments principaux, un objet sacré, une bougie en cire pure et une herbe rare appelée verveine. J'ai le crucifix, a dit Anna. Et ma mère a des bougies en cire pure à la maison. Nous avons juste besoin de trouver la verveine. Mekon se souvient d'un jardin d'herbes aromatiques près de l'école, où l'on pouvait trouver de la verveine. Allons-y, a-t-il suggéré. Mais nous devons être rapides et prudents.
Avec le plan en tête, les amis sont repartis sous la pluie, déterminés à trouver l'herbe. Le jardin était sombre, mais après une recherche minutieuse, ils ont trouvé la verveine. Ils sont rapidement retournés à la maison de Janine et ont commencé à préparer le rituel. Nous devons le faire à l'école, là où tout a commencé, a déclaré Anna avec détermination. Les amis ont accepté et, avec les articles nécessaires en main, sont retournés à l'école. Quand ils sont arrivés, l'atmosphère était encore plus sinistre qu'avant. Les ombres semblaient bouger, et le bruit de la pluie qui battait les fenêtres ajoutait à la tension. Ils se rendirent dans la pièce où était conservé le miroir et commencèrent à préparer le rituel. Ils allumèrent la bougie et placèrent le crucifix au centre d'un cercle dessiné avec de la verveine. Anna commença à réciter l'incantation du livre, tandis qu'Enzo et Mekon lui tenaient les mains, formant un cercle autour du crucifix. Esprit de lumière, libérez ces âmes du mal qui les emprisonnent. Que la puissance sacrée de cet objet purifie et détruise le démon Balthazar. Que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Alors qu'Anna récitait l'incantation, une lumière intense commença à émaner du crucifix. L'école trembla et une silhouette sombre apparut au centre du cercle. C'était Balthazar, se tordant de douleur alors que la lumière l'enveloppait. « Tu ne peux pas me vaincre » cria le démon, mais sa voix s'affaiblit. Anna continua à réciter l'incantation, et la lumière s'intensifia. Balthazar poussa un cri assourdissant avant d'exploser dans un nuage de fumée noire. Lorsque la fumée s'est dissipée, la femme dans le miroir est apparue, souriant avec gratitude. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit. « Je suis libre, et ton ami aussi. » Brienne, qui avait été détruite, apparut à côté de la femme dans le miroir, intacte et souriante. « Merci de m'avoir sauvé » et les deux âmes furent libérées.